Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo très vintage aujourd'hui que je voudrais vous présenter, vintage parce que je vais notamment beaucoup vous parler de ces deux modèles de fer des années 90, 94 et 96 qui m'ont été confiés par deux golfeurs en me demandant si je pouvais bien les rétrofiter, c'est-à-dire les assembler avec des grips et des shafts surtout beaucoup plus jouables, des golfeurs seniors. On va commencer par celui-ci qui est fascinant par son histoire. Le Ben Hogan Edge, V-Edge, on va pas confondre avec le guitariste du groupe U2. Edge, on va voir comment ce modèle, au début des années 90, a sauvé, je dis bien sauvé, l'entreprise Ben Hogan de la faillite. Tout simplement, je vous dirai pourquoi. Et ensuite, ce modèle aussi, iconique de la marque TaylorMade, tellement reconnaissable, avec son petit badge en bronze, orange, bronze, burner. Ici, j'ai les fers, j'ai le modèle Tour, Tour burner, vous voyez, avec cette semelle très très fine. On est vraiment dans un modèle Tour. Déjà à l'époque, le mot était utilisé pour désigner des fers, des clubs à destination, principalement des très très bons joueurs, voire des golfeurs professionnels, bien sûr, sur le Tour. Alors évidemment, lorsque je reçois ce type de club à l'atelier, impossible pour moi d'aller creuser, bien sûr, l'historique de ces clubs, de regarder chacun des éléments, les grips, les shafts, les têtes, bien sûr. Donc, on va pas mal parler de tout ça. Il y a des choses, je pense, intéressantes à raconter sur ces clubs. Mais en introduction, avant de l'oublier, parce que ça, c'était un petit peu la thématique des 2-3 jours qui ont précédé, je voulais vous parler de peinture. Une fois n'est pas coutume. Je suis allé à Cultura l'autre jour. J'avais fait une vidéo spéciale comment repeindre ces têtes de fer, notamment de golf, pour les passionnés ou pour ceux qui aiment donner une petite couche artistique ou de couleur à leur club. Peut-être, pourquoi pas ma foi, sur ces anciens clubs, on verra, avec leurs propriétaires. Mais en tout cas, voilà, je suis allé chez Cultura, j'ai acheté, j'ai écouté la vendeuse, sur ses conseils, j'ai acheté ces deux petits pots, 2 € pièce, hein. Créalia, la marque Créalia de Cultura, peinture acrylique évidemment, pour maquette, pour bois, pour plâtre, et j'ai pas été déçu du résultat parce que ce qu'on cherche évidemment avec ce type de peinture, c'est la facilité d'application. Ce fut le cas, avec pas mal d'acétone quand même, un petit peu de pratique. Vous voyez ici cette tête de Wishon 585 que je suis en train de monter. J'ai enlevé le noir et le rouge d'origine et je les ai remplacés donc par cette petite couleur talc malc, un peu beige. Vous voyez ici sur le W de Tom Wishon et le noir bien sûr sur les chiffres. Et non, ces peintures m'ont vraiment pas déçu parce que j'ai passé 2 jours à faire des tests, etc. Et notamment le test de résilience, voir si ça tient dans le temps. Je peux vous dire que oui, parce qu'une fois que j'avais peinte par exemple une de ces têtes, je l'ai ensuite trempée dans un seau d'acétone pendant 2-3 heures et j'ai eu beaucoup de mal à retirer la peinture. Donc je pense que ça va tenir dans le temps, c'est quand même ce qu'on cherche. Plein de coloris évidemment disponibles chez Cultura, voilà, Créalia, sans faire de pub pour eux, mais je trouve que c'est vraiment pas mal comme peinture pour des clubs de golf. Ensuite des grippes, j'avais été un petit peu triste lorsque j'avais vu la marque Pure de grippe fabriquée aux États-Unis, marque Pure que j'utilisais beaucoup à mes débuts de club maker, que je faisais venir directement des États-Unis à l'époque, du sud-ouest des États-Unis, presque au Mexique. Très difficile à se procurer aujourd'hui les grippes Pure, donc j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur les grippes Star, les Star Grips avec la petite étoile américaine, des grippes aussi made in USA, c'est assez rare à signaler. Voilà, donc des grippes comme les Pure, là vraiment comme les Pure Pro, extrêmement tac, extrêmement agrippant au toucher. Personnellement, c'est le genre de grip que j'aime. Et puis récemment, j'ai reçu le catalogue Geotech, marque japonaise avec laquelle je travaille, qui fait de très très belles têtes forgées, comme vous le savez, qui ont sorti des types de grippes. Alors au début, j'ai cru que c'était Star Grip justement qui les fabriquait, parce que pareil, il y a la petite étoile au fond. Quand je les ai pris en main, on a quasiment la même adhérence que les Star Grip, un tout petit peu en deçà, je dirais. Mais en tout cas, voilà, des grips mid-size et standard size, avec apparemment des poids extrêmement rigoureux et surtout un choix de coloris assez impressionnant. Je
vous mets en petite vignette. Il y a du noir, il y a du bleu marine, il y a du bleu, du light blue comme ils appellent. Ça c'est du pistache, je trouve ça assez joli. Enfin voilà, les grippes de Geotech, nouveauté pour cette année. Je les trouve très bien comme ça, en prise au toucher, et avec un prix très raisonnable. Voilà. C'est parti pour l'explication un petit peu de ces têtes de fer que j'ai sur la table. Les TaylorMade Burner de 1996 et les Edge dans leur mouture mid-size. Mid-size, les Edge, ceux-là ils datent de 94, mais on va voir, les Edge sont sortis en fait en 1988 et ils ont sauvé la marque Hogan de la faillite. Toujours fascinant lorsqu'on rentre dans le détail de ces clubs dits vintage, qui ont effectivement plus de 30 ans ici, de s'apercevoir de tout l'historique qui peut se tramer, des histoires d'entreprises, de finances, d'usines qui partent en grève, enfin des choses vraiment incroyables sur lesquelles je suis tombé, puisque que s'est-il passé en gros? Pour résumer, pourquoi je disais que ce modèle a sauvé la marque Hogan de la faillite? Mais tout simplement parce que à peu près la moitié des années 80, les ventes commencent à s'affoler du côté d'une marque. Pour le coup, hop, j'ai pas le modèle, j'ai pas le modèle d'origine. Moi, j'ai le Ping Zing, mais bon, la marque Ping. En 82, Karstem Solheim lance ce fameux modèle de fer, effectivement, avec une énorme qualité, et il va faire, je crois que je l'ai lu, un tel carton de vente que ça va devenir les Ping i2, le modèle de fer les plus vendus dans l'histoire du golf. Je crois qu'ils en fabriquaient jusqu'à 10 000 par jour, pour vous donner une idée, à un certain moment. Bref, toujours est-il que, et ça personne l'avait vu venir. Il y avait même, je l'ai lu, beaucoup de distributeurs de golf, de boutiques de golf qui refusaient de distribuer ces têtes Ping parce qu'ils les trouvaient tout simplement pas belles. Voilà. Mais bon, au vu des ventes et des résultats, tout le monde s'y est mis. Carton planétaire. Et ça, évidemment, ça a fait frémir de nombreuses entreprises. Certaines y ont laissé leur peau. On peut effectivement, c'est là qu'on se rend compte que des marques à l'époque extrêmement connues, comme McGregor, comme Spalding, Top Flight, et puis bien sûr Ben Hogan, effectivement, ont vu leur vente tellement chuter à cause de l'introduction de ce modèle Ping i2. Ils ont vu leur vente tellement chuter. En gros, je l'ai vu, en 3 ans, la marque Hogan a perdu à peu près 40% de part de marché. C'est gigantesque. Alors, ils avaient déjà une part de marché assez faible, mais ils sont passés, je crois, de 25% à 5% de part de marché. Voyant cela, les financiers commencent à s'affoler au sein de l'entreprise de Ben Hogan, qui commençait, lui, à se faire vieux. Mais effectivement, se disent, il va falloir absolument trouver un concurrent, une façon de concurrencer ce Ping i2, mais en restant conforme quand même aux fondamentaux de la marque. Et Ben Hogan, on le sait, a toujours été extrêmement pour le forger. Et donc, là, ça a été des recherches et des recherches et des recherches. Je crois qu'ils sont même allés au Japon pour essayer de trouver les outils, les machines capables de fabriquer des têtes forgées, mais avec ce système de qualité, creusé, de périmètre, de redistribution des poids. Et c'est pour ça qu'ici, quand on le voit, on se rend bien compte que ce modèle forgé s'est inspiré, en tout cas a voulu vraiment se lancer sur ce marché naissant des cavités, des grosses cavités avec des périmètres. Donc, c'est ainsi que le modèle Edge est sorti en 88 et a sorti donc effectivement la marque Hogan d'une faillite annoncée. Et ensuite ici j'ai le modèle GCD Tour mid-size qui lui a été lancé en 94. Mais bref, ces modèles-là ont permis à la marque de se redresser et de rester un petit peu à flot avant d'être racheté par Callaway des années plus tard. Voilà. En tout cas, vous voyez, il y a plein d'histoires dans ce club de golf. La percée de Ping que personne n'avait vu venir, le déclin de beaucoup de marques qui n'ont pas su à temps fournir les matériaux, les outils, les process pour fabriquer des têtes qui pouvaient concurrencer ce Ping i2. Enfin bref, pas mal de choses à raconter. Voilà, sur ce modèle. Le i2, au passage, pour ceux qui ne le savaient pas, le terme de i provient en fait du prototype du Ping i qui a pas duré longtemps. Un an ou deux avant d'être remplacé par les Ping i2. Mais effectivement, le prototype, vous le voyez en photo, ressemblait effectivement à un œil. Et c'est pour ça que donc ces fers ont été baptisés les i et puis i2.
Voilà pour ce petit détour. Alors ensuite, moi quand je reçois des clubs comme ça, je ne peux m'empêcher évidemment, il n'y a pas que les têtes sur un club de golf. Je ne peux pas m'empêcher de regarder les shafts. Ça, j'ai été bluffé de constater que ce club de 94 a ces superbes shafts en acier Gunsmoke, on pourrait dire, on les appellerait comme ça aujourd'hui, noir mais noir grisé, Gunsmoke. Alors ce sont des shafts, j'ai creusé un petit peu, qui étaient fabriqués par la marque américaine Brunswick, et ici qui nous parle de VFP, Variable Flex Point, des shafts avec un point de flexion variable déjà à l'époque, donc ce qu'on a appelé ensuite du flighted, voilà. Puis ensuite des grippes cordées propres à la marque aussi Ben Hogan. Et ensuite en termes de caractéristiques, pareil, j'ai regardé la longueur, le loft, le swing weight, les lies, et en fait on se aperçoit effectivement, comme on va le voir ici avec le burner, on s'aperçoit qu'en fait les longueurs de ces fers du synco pitch, je parle, n'ont pas évolué avec le temps. Donc ça, c'est vraiment des normes standardisées depuis, je pense, très longtemps, les années 80 peut-être, avec un fer 7 à 37 pouces, des swing weight D2, D3 environ. Et par contre, évidemment, ce qui change beaucoup, et ça je m'en doutais, ce sont les lofts. Alors ici, on a quand même deux modèles vraiment, à nouveau, blade, vraiment semi-lame, avec des semelles très fines. Le burner, par exemple, un fer 7 à 35 degrés de loft, pitching wedge à 47, même chose ici pour les Hogan. Voilà, donc c'était vraiment le standard de cette époque-là, fer 7 à peu près à 37 degrés de loft. Et pour les burners que je tiens en main, donc vraiment icône de ces années-là, avec la couleur ici bronze-orange, qui a fait tout le succès de ces modèles-là, avec les bois d'abord, les drivers, et puis ensuite effectivement avec les fers. Ici j'ai dans ces têtes, on a des shafts aussi qui ont eu pas mal de succès, de la marque bien sûr True Temper Dynamic Gold, Sensicore. Alors Sensicore, c'est des petits inserts qui ont perduré pas mal, on peut même les acheter à l'unité aujourd'hui, qui pèsent 4-5 grammes environ. Ce sont des inserts censés un petit peu aller vers des sensations plus douces, se rapprocher du graphite. C'est des inserts qui se situent dans le shaft pour un petit peu retenir les effets de vibration trop prononcés sur les shafts acier. Voilà, ici aussi un grip cordé de chez Golf Pride, de taille standard. Donc voilà pour ces clubs. Donc pour les burners, c'est sûr. Le propriétaire m'a demandé un rétrofitting. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour ce genre d'opération, de redonner un petit peu vie à vos anciennes têtes de fer, par exemple, je vous recommande bien sûr un fitting. Je vous recommande de tester plusieurs shafts, plusieurs grips, plusieurs swing weights, plusieurs équilibrages, bien sûr. En tout cas, ici, vous voyez, voilà, tout simplement pour ce golfeur, je vais lui mettre des shafts de chez Tom Wishon, les S2S Green Lite, qui pèsent environ 65 grammes, qui ont des types très soft. Donc vraiment, voilà. Des shafts faciles à jouer, mais quand même avec un certain poids, 65 grammes, des grips mid-size, et c'est parti pour cette série du synco pitch. On va leur redonner un petit peu une nouvelle vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À bientôt pour la prochaine.